Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage en 1932 où on va découvrir comment fonctionne OO 2.1 à travers des exemples de la vie réelle. Et je me présente, je m'appelle Julien Topsu et je serai votre guide lors de cette expérience cinématographique qui a été rendue possible par les studios Shodo, qui est une ESN parisienne, nantaise, lyonnaise et bientôt de part, a priori. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'au sein du Grand Budapest Hotel, que vous avez vu, vous avez peut-être reconnu pendant le générique, je joue le rôle du responsable de la sécurité et je vous ai sélectionné des moments forts qui illustrent très bien les grands principes de OOT. Alors, comme vous l'avez vu dans le générique, un jour nous avons eu deux convives qui se sont tapés dessus, notamment parce qu'il y en a un qui a trouvé l'autre qui dormait dans son lit. Ça, c'est dû à un problème, malheureusement, qui ternit la réputation de l'hôtel, qui est un problème de squatter, et qui est malheureusement très récurrent. Alors, pourquoi on a ce problème de squatter? Je vais vous expliquer d'abord comment est organisé l'hôtel. Dans l'hôtel, il y a deux grandes parties. Il y a la partie privative, dans laquelle il y a les chambres de nos convives. Il y a la pâtisserie Mendels, qui est très réputée, comme vous l'avez vu dans le générique. Et puis, il y a le bureau du concierge général Gustave, qui est le manager de l'hôtel et donc mon boss. De l'autre côté, en fait, vous avez le lobby. Donc, c'est là où on va accueillir les visiteurs et toutes les entrées-sorties, donc les convives, etc. Et pour sécuriser l'accès en fait aux parties privatives, eh bien Gustave, le manager, a installé une serrure à code sur l'unique porte qui sépare ces deux espaces. Il a donné ce code en fait à tous les employés de l'hôtel et à tous les convives. Mais le problème, c'est que ce code il est unique, il est le même pour tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que des fois, euh, on a des convives, enfin des anciens convives qui reviennent plus tard en ville, ils se rappellent qu'on leur a donné le code et ils essayent le code et ils sont capables de rentrer dans la partie privative et squatter des chambres. Donc là, on a ce qu'on appelle un petit problème de révocation. Parce qu'une fois qu'on a donné le code à quelqu'un, on n'a aucun moyen de le récupérer. Hein. On n'est pas dans Men in Black, on n'a pas la petite zapette. Donc le seul moyen qu'on aurait, ce serait qu'à chaque fois que quelqu'un rend sa chambre, en fait, on change le code. Mais c'est super galère parce qu'on a 400 convives, on est en 1932, on a des entrées-sorties toutes les 30 minutes. Notifier autant de personnes en si peu de temps au téléphone, c'est quasi impossible. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un problème qu'on a sur le web aujourd'hui. Alors, je pris l'exemple de Facebook, parce que si vous me connaissez, quand je parle de sécurité et que j'aime taper sur quelqu'un, je prends tout le temps Facebook, parce que c'est assez facile. Et là, c'est un écran qui n'existe plus, hein, qu'ils ont décommissionné en 2016, qui vous permettait d'importer vos contacts de votre email provider. Donc là, ça date un peu de Mathusalem, hein, parce que c'est des trucs qui n'existent plus. Mais admettons que ce soit Gmail, et les convertissez pour vous en tant qu'ami Facebook. Et comment Facebook faisait à l'époque pour aller chercher vos contacts dans Gmail en utilisant le moyen le plus sûr qu'on avait et qu'on a encore aujourd'hui, c'est en vous demandant quel est votre email et le mot de passe de votre email directement. Et pour vous rassurer, il vous dit, ne vous inquiétez pas, on ne va pas stocker votre mot de passe. Alors non, ils ne le stockaient pas, mais en 2018, ils ont une petite faille de sécurité, un truc pas grand-chose, ils loguaient juste en clair le mot de passe de leurs utilisateurs dans leur système de monitoring. Et c'était aussi valable sur Insta, etc. Donc, vous avez sûrement eu à l'époque un mail qui vous demandait de changer votre mot de passe. Donc, quel est le problème de fonctionner comme ça? Admettons que vous avez donné votre mot de passe Gmail à Facebook et vous pensiez que ce serait une action, on va dire, one time, quoi, mais que malheureusement, il continue à fetcher en fait vos contacts et que ce n'est pas exactement ce que vous vouliez. Si vous allez sur le site de Facebook, vous allez avoir aucun moyen de lui dire « oublie mon mot de passe ». Donc là, on a exactement le même problème de révocation. Donc le seul moyen que vous avez, c'est de changer votre mot de passe. Mais ce n'est pas terrible parce que c'est votre mot de passe Gmail, donc vous allez devoir apprendre un nouveau mot de passe, sauf si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, et il y en a des super comme… comment il s'appelle là? Non. C'est pas LastPass là récemment qui s'est fait péter. Je me rappelle plus lequel. Ou bien, oui, et en fait, déjà, c'est pas terrible, mais le problème derrière, c'est que si vous aviez d'autres intégrations qui fonctionnaient, par exemple, avec LinkedIn, et que LinkedIn
pareil, fetcher vos contacts, bah, vous allez devoir changer le mot de passe si vous voulez garder ces intégrations-là. Donc, OAuth, c'est typiquement quelque chose qui a été inventé en 2010, il me semble, pour corriger, entre autres, ce problème. Donc, comment on corrige ça? Donc, pour vous expliquer, on va retourner, ça j'ai déjà dit, on va retourner dans l'hôtel pour voir comment on corrige avec cette histoire de convives qui se tapent dessus. Mais d'abord, il faut qu'on pose quelques mots de vocabulaire, c'est important pour comprendre la suite. Si vous vous rappelez du scénario, en fait, ce que les convives tentaient d'accéder, c'était les chambres. Les chambres, on va appeler ça des ressources. Le Grand Budapest Hotel, au sens de l'entreprise, c'est l'entreprise qui possède les chambres d'hôtel, donc c'est le ressourceur. L'hôtel, c'est là où on trouve les chambres, donc c'est le ressource serveur, et les convives, c'est les personnes qui tentent d'accéder aux chambres, donc aux ressources, ce sont les clients. Donc, pour corriger le problème, on s'est dit que ce serait intéressant de distribuer des codes d'accès temporaires et personnalisés. Pourquoi personnaliser? C'est que ça va nous permettre en fait de révoquer l'accès d'une personne en particulier sans impacter les autres, parce que chacun a son propre code. Et temporaire, pourquoi? Parce qu'on a envie qu'une fois que notre convive a rendu sa chambre, il ne soit plus capable d'utiliser son code. Sinon, il sera capable de revenir plus tard. Et on s'est demandé, dans le cadre d'une réservation d'hôtel, qu'est-ce qui pourrait être à la fois personnalisé et temporaire? Et en fait, c'était assez simple. On s'est dit, on allait prendre le numéro de réservation. Ça identifie de manière unique votre réservation, et une fois que vous avez rendu votre chambre, il ne sert plus à rien. Donc le numéro de réservation, il faut savoir que là, on est quand même en 1932. Quand quelqu'un nous appelle pour réserver une chambre chez nous, on lui envoie un courrier dans lequel il trouve ce numéro de réservation. Et maintenant, il va lui servir à ouvrir cette code lock. Il y a certains hôtels aujourd'hui qui fonctionnent comme ça, je crois, les Bibi Hotels, les Bed and Breakfast en France. Et donc, on va appeler ce numéro de réservation le code d'autorisation. Bon, comme on aime bien l'anglais, on va appeler ça l'Authorization Code parce que c'est le nom OAuth. Et c'est comme ça qu'on va résoudre ce problème de révocation. Mais malheureusement, en fait, ce n'est pas la fin de nos histoires. En fait, ce n'est pas la fin de nos problèmes. Je vous présente Dimitri, qui est un des VIP de l'hôtel. Et un jour, il vient voir Gustave, le manager, furieux, parce qu'il s'est rendu compte que quelqu'un avait détourné en fait son ardoise. Donc, il faut savoir que nos VIP, comme on les chouchoute, ils peuvent ouvrir des ardoises au sein du palace et payer une fois qu'ils rendent la chambre, quoi. Et il s'est rendu compte que quelqu'un avait émis une grosse commande, alors que, ce n'était pas de son fait. En investiguant un petit peu, on s'est rendu compte que ça venait en fait de nos pâtisseries. Alors, je vous explique. Comme je l'ai dit, nos pâtisseries sont très réputées, très demandées. Donc, on s'est dit qu'on pouvait offrir un nouveau service à nos VIP. Donc, quand ils sont en ville et s'ils le désirent, ils peuvent nous appeler pour qu'on aille leur livrer une pâtisserie de leur choix. Mais le truc, c'est que c'est pas trop. On n'a pas forcément le personnel à déstaffer à chaque fois pour faire les livraisons. Donc, on fait appel à un partenaire qui s'appelle Robert Hitz. Et tout jeu de mots avec une figure du Parti communiste des années 90, c'est peut-être fait exprès. Mais ils sont peut-être trop jeunes pour connaître. Et donc, c'est Robert Hitz qui va faire les prises de commande et les livraisons pour nous. Et comment ça fonctionnait? Eh bien, un VIP comme Dimitri appelait Robert Hitz, on est en 1932, dit « je veux commander », mais Robert Hitz ne connaît pas Dimitri. Il n'est pas sûr que ce soit un VIP, donc ils sont obligés de vérifier ça, parce qu'on ne permet qu'aux VIP de le faire, ce genre de prise de commande. Et c'est surtout que, comme on ne va pas faire de paiement au téléphone, parce que ça, c'est vraiment totalement interdit, on va plutôt mettre ça sur l'ardoise en fait de Dimitri. Donc, ils doivent vérifier qu'il a bien une ardoise au sein du Grand Budapest Hotel. Donc, ce qu'il faisait à ce moment-là, et c'était OK pour tout le monde, c'était de demander à Dimitri son numéro de compte et son mot de passe au Grand Budapest Hotel pour vérifier s'il se connectait pour lui, vérifier si tout était en ordre. Et OK, Dimitri le donnait. Sauf qu'un jour, chez Robert Hitz, c'était un employé malveillant. Et juste après ça, il a appelé Gustave, qui est le manager de l'hôtel, en se faisant passer pour Dimitri. En disant là, je veux faire une très grosse commande. Pourquoi pas, si vous voulez, lui dit Gustave, mais pour vérifier que c'est bien vous au bout du téléphone, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de compte et votre mot de passe? Ouais, voilà, pas de problème, je les ai. Parce qu'il venait juste de les avoir, les intercepter de Dimitri juste avant.
Donc là, en fait, Gustave s'est fait avoir, il n'a aucun moyen d'être sûr que, enfin, il n'a aucun moyen d'être sûr que c'est Dimitri qui est de l'autre côté du téléphone. Là, on a ce qu'on appelle un problème d'imposture. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous donnez votre mot de passe à quelqu'un, il va être en mesure d'usurper votre identité. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas le faire. Et c'est pour ça que, en fait, Gustave n'a aucun moyen de savoir que ce n'était pas réellement Dimitri de l'autre côté du téléphone. Donc, pour corriger ce problème, on s'est dit, on va arrêter de divulguer l'identifiant et les mots de passe en fait, de nos VIP à Roberit, hein, qui est un tiers qui pourrait impersoner en fait, nos utilisateurs. Donc, on a changé le process. Et maintenant, on avait dit à Dimitri qu'à aucun moment, il ne doit donner son mot de passe à Roberit. Comme on a dit aussi aux employés de Roberit de ne plus jamais demander les mots de passe. Mais ils ont toujours cette nécessité de vérifier que c'est bien un VIP. Et ils ne connaissent pas Dimitri. Alors, comment ils vont faire? Ils vont s'appuyer sur Gustave qu'ils connaissent. Parce qu'ils savent que Gustave est le manager d'hôtel. Donc, il connaît les VIP de l'hôtel. Et on fait confiance à Gustave parce que, étant le responsable, c'est lui qui a contracté le contrat avec nous, en fait. Donc, ils vont mettre Dimitri en attente au téléphone et ils vont appeler Gustave. Ils vont dire, là, j'ai un gars qui prétend être Dimitri. Est-ce que tu peux vérifier que c'est vraiment lui? Et une fois que tu as fait ça, enfin, je vais te le transférer. Et une fois que tu as fait ça, tu me rappelles à ce numéro. Hein, on est en 1932, donc on est obligé de donner les numéros de téléphone. Hein, c'est pas simple à cette époque-là. Ok, donc il transfère Dimitri dans une communication avec Gustave et eux, ils raccrochent. Donc là, maintenant, on a une communication directe entre Gustave et Dimitri. Donc Gustave, lui, pour vérifier que c'est bien Dimitri, il va lui demander son numéro de compte et son mot de passe. Et là, c'est OK que Dimitri donne ces informations. Pourquoi? Parce que Dimitri connaît Gustave, il sait que c'est lui le responsable de l'hôtel, c'est lui qui est là pour gérer les comptes de l'hôtel. Et donc, s'il y a un problème, c'est sur lui qu'on va taper. Juridiquement, il est responsable. Donc, c'est OK. Donc, il donne ces informations, Gustave vérifie que c'est bien lui, le met en attente et rappelle Roberit au numéro spécifié pour confirmer qu'il est bien la personne qui prétend être. Ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle l'authentification par tiers. En faisant ça, en fait, Roberit à aucun moment n'a les credentials de Dimitri et ont bien la confirmation qu'il est la personne qui prétend être. Et notamment, quand ils disent c'est bien lui, en fait, ils vont confirmer qu'il a une ardoise et que c'est un VIP. Là, en fait, on a deux personnes, on a deux protagonistes qui ne se connaissent pas, mais qui doivent travailler ensemble. Et ils ne se font pas confiance. Et pour que la relation puisse exister là, on va s'appuyer sur un tiers de confiance que tous les deux, en fait, trust, qui est Gustave. Donc Gustave prend un nouveau rôle qui est ce qu'on appelle l'Authorization Server. Il est là pour authentifier et protéger le end user qui est Dimitri. Pourquoi il le protège? Parce qu'il fait en sorte de ne jamais divulguer en fait ses credentials. Il reste dans le domaine de l'hôtel. Il est là aussi pour confirmer les accès du end-user auprès de Roberit, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Bon, ce n'est pas la fin du process parce que les pâtisseries, elles sont dans la pâtisserie. C'est super chiant en français de dire ça. Donc la boutique. Et cette boutique est derrière cette serrure à code. Donc il faut bien que pour pouvoir faire la livraison, Roberit dispose de ce code-là. Donc en réalité, quand Gustave rappelle Roberit, il va leur donner un numéro de commande. C'est la même chose que le numéro de réservation. Hein. C'est unique. C'est un temps limité. Hein. Une fois qu'on a fait la livraison, elle n'a plus de sens, le numéro de commande. Donc il le fait en même temps qu'il confirme que c'est bien Dimitri, il file le numéro de commande. Donc une fois que Roberit a ces informations-là, ils peuvent rappeler Dimitri, lui demander ce qu'il veut. Un courte-sens, c'est le nom de la pâtisserie dans le film. Et dépêcher un coursier avec ce numéro de commande qui sert d'ouvrir la porte. Le truc, c'est que pour s'assurer que Dimitri est toujours la personne, enfin, comment dire, on va s'assurer qu'on va mettre un laps de temps qui va être relativement court pour retirer la commande. Par exemple, 1 heure. Pourquoi? Parce que ça permet de s'assurer que Dimitri est toujours, veut toujours de cette commande. Hein, parce que si on fait ça dans 3 jours, alors qu'il a appelé aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Mais c'est aussi pour des raisons de sécurité, hein, pour éviter qu'on fasse n'importe quoi avec ça. Mais on verra un peu plus dans le détail pourquoi derrière.
Donc, l'Authorization Server, son rôle, c'est de distribuer des accès temporaires qu'on appelle les Authorization Codes. Un petit sum-up, donc les ardoises et pâtisseries, ce sont les ressources. Dimitri, c'est ressource-honneur et le end-user. Pourquoi? Parce que on va considérer que les pâtisseries lui appartiennent du moment qu'il a passé la commande, parce qu'il les a payées quelque part. L'ardoise, bien sûr, est à lui. Et le end-user, parce que c'est à lui qu'on fournit le service. Il peut arriver que ce ne soient pas les mêmes personnes, le end-user et le ressource-honneur, mais dans ce cas-là, ça match. L'hôtel, c'est le ressource serveur. Le numéro de commande, c'est l'Authorization Code. Gustave, l'Authorization Server. Et Robérit, le client. Alors, ça peut être confus, ça. Ça peut vous mettre dans la confusion parce que on pourrait croire que Dimitri est le client. En fait, la définition d'un client, je vais vous l'expliquer. Mais il faut partir on va dire, de la perspective du end-user. En fait, Dimitri, il pourrait prendre ses jambes et aller lui-même à la pâtisserie pour acheter une pâtisserie. Et c'est pas ce qu'il fait. En fait, il va déléguer ça à un tiers, qui est Robérit. Donc, il délègue la manipulation de ces deux ressources, ce n'est pas forcément les siennes en plus, à un tiers, et ce tiers, c'est le client. Donc, de manière symétrique, un client est quelque chose qui va accéder des ressources auprès du ressource serveur à la demande d'un user pour lui offrir un service. Là, Robérit, c'est pour lui offrir le service de livraison de pâtisserie. C'est ça la différence entre un client et un end-user. Donc, si on revient à Google et Facebook, et qu'on appliquait le flow qu'on venait de voir. Donc, il faut savoir qu'ils ne l'ont jamais fait en production. Hein, vous allez savoir pourquoi. Mais faisons comme si, là, on l'implémentait sur ce use case où on va chercher dans Google, en fait, vos contacts. Donc, il y a plusieurs acteurs. Il y a vous, il y a Facebook, il y a Google, il y a Gmail et il y a les contacts. On va d'abord poser les mots de vocabulaire pour que ce soit plus clair. Donc, vous êtes la personne qui demandait à Facebook d'accéder à vos contacts dans Gmail. Donc, vous êtes le end user et aussi le ressource-honneur, parce que ce sont vos contacts. Les contacts, c'est ce qu'on tente d'accéder, donc c'est les ressources. Les contacts sont dans Gmail, donc Gmail est le ressource serveur. Et Facebook, c'est à Facebook que vous déléguez le fait d'aller chercher vos contacts pour les transformer en amis Facebook. Donc Facebook est le client. Ça, vous avez tout compris. Oui, parce qu'il y a des gens à côté de moi aussi. Mais il y a Google. Alors pourquoi il y a Google? Alors c'est un peu un cas particulier, mais pas tant que ça. En fait, vous n'avez pas de compte Gmail. Vous avez un compte Google. Et ce compte Google vous permet d'accéder à votre Google Drive, votre Google Doc, et je suis pas peut-être YouTube, mais je ne suis pas sûr. Et ils ont un site spécial qui gère votre compte, qui est account.google.com. Donc ce site-là, en fait, c'est l'Authorization Server, effectivement, parce que c'est lui qui gère le compte. Donc, si on applique le flow, quand vous allez demander à Facebook d'importer vos contacts, maintenant, Facebook sait qu'il ne peut plus demander votre mot de passe parce que c'est pas bien. Même si, en fait, il le faisait, c'est pas bien. Donc, comment ils peuvent s'assurer que vous avez bien un compte auprès de Google? Eh bien, c'est en vous redirigeant sur la page de Google. En faisant cette redirection, c'est comme si Facebook demandait à Google vérifie que c'est bien lui, et puis tu me le rediriges une fois que tu l'as authentifié. Donc, physiquement, en fait, ce que vous voyez là, c'est une lumière de login sur le site de Google. Donc là, de donner votre mot de passe Google sur le site de Google, c'est OK. Enfin, a priori, c'est OK. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure, c'était OK de donner son mot de passe à Gustave, c'est pas vrai dans la vraie vie. Vous ne donnez jamais votre mot de passe à une personne physique. Hein, c'est ce que pour l'exercice. Sinon, cette personne pourra usurper votre identité. Donc, si vous avez donné les bonnes informations, ce que va faire Google, c'est qu'il va vous rediriger vers Facebook. Et dans cette redirection, il va donner l'Authorization Code. Et ça va servir à Facebook ensuite à récupérer vos contacts auprès de Gmail. Donc, ça veut dire que Facebook, à aucun moment, n'a votre mot de passe Google. Et cet Authorization Code a été émis spécialement pour lui et a une durée de vie qui est très limitée, par exemple 1 heure. S'il ne l'utilise pas dans l'heure, on va devoir refaire tout le process avec vous pour être sûr que vous voulez vraiment, vous voulez toujours que Facebook aille chercher vos contacts. Voilà. Mais malheureusement, fonctionner comme ça,
c'est pas terrible. En fait, il y a des gros trous dans la raquette. Et pour vous expliquer pourquoi, je vais vous présenter Gary, qui est le comptable de l'hôtel. Et Gary, en fait, un jour, lui aussi était furieux et il dit à Gustave qu'il y a des entreprises avec lesquelles on ne travaille pas qui nous envoient des factures parce qu'ils auraient réussi à faire des livraisons pour nous de pâtisserie. Ce qui est censé être pas possible parce qu'on a un contrat d'exclusivité avec Robert Eats. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère qu'un des concurrents de Robert Eats, qu'on va appeler Just Munch, était très jaloux du fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir le contrat avec nous. Mais ils savent qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent avec ces pâtisseries qui coûtent quand même très cher et qui sont très fameuses. Et donc, ce qu'ils ont fait un jour, c'est qu'ils ont démarché nos VIP en se faisant passer pour Robert Eats, en disant ça vous dit une pâtisserie? Dimitri, ok, je ne m'attendais pas que vous m'appeliez, mais je veux bien. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas demander le mot de passe à Dimitri parce qu'il va se méfier. Et il connaît toute la suite du process. Ils savent que pour aller récupérer en fait la pâtisserie, il faut le code, donc le numéro de commande. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire tout le reste. Ils vont appeler Gustave en se faisant passer pour Robert Eats. On est au téléphone, 1932. Donc là, vous n'avez pas le numéro qui s'affiche. Ils disent c'est Robert Eats. Faites votre tambouille là, authentifiez-le, puis filez-moi le numéro de commande en me rappelant ce numéro-là. Sauf que bien sûr, c'est un numéro malveillant. Donc tout le reste du process, c'est la même chose. Et donc Gustave, lui, une fois qu'il a authentifié Dimitri, il rappelle Just Munch en pensant que c'est Robert Eats. Et c'est comme ça qu'ils ont fini avec le code. Donc ça, c'est un des trous de la raquette qu'on a aujourd'hui avec ce système. Donc, et pour corriger ça, ce côté où en fait je te file des numéros à la volée et je te fais croire que je suis quelqu'un d'autre, maintenant Gustave va référencer les clients dans un registre avec leur adresse de contact. Ce qui fait que pour par exemple, les partenaires, les tiers avec lesquels on travaille, on va lister les numéros de téléphone de confiance. Et si là, maintenant, Just Munch fait genre, je suis Robert Eats, appelle-moi ce numéro, il pourra vérifier que ce n'est pas un numéro qu'on trust et donc refuser le fait de continuer en fait le process avec lui. Donc le numéro de téléphone, c'est ce qu'on appelle le redirect URI en anglais, et Robert Eats, c'est le client ID. Donc le rôle de l'Authorization Server, c'est de maintenir cette liste de correspondance entre les redirects URI autorisés par client ID. Et depuis OAuth 2.1, il faut que ce soit un exact match. Parce que si vous laissez les 9 premiers chiffres du téléphone, si vous faites un check sur les 9 premiers chiffres du téléphone, vous n'êtes toujours pas sûr de savoir où vous allez aller. C'est pour ça que maintenant, c'est un exact match. C'est depuis la 2.1 de OAuth. Donc, dans la vraie vie, où est-ce que ça arrive tout ça? En fait, c'est au moment où Facebook vous redirige sur Google. Il faut savoir que quand on vous redirige, si vous savez comment fonctionne une redirection, il n'y a jamais de communication directe entre Facebook et Google. Vous, ce que vous voyez, c'est que vous arrivez sur le site de Google, il vous demande de vous loguer. Mais le seul moyen qu'a Facebook de passer de l'information à Google, c'est par les URL. Parce qu'une redirection, c'est Facebook envoie un ordre à votre navigateur en disant redirige-le sur tel site. Il fait la redirection et en fait, c'est par les URL qu'on a le seul moyen de passer de l'information. Donc, si on regarde l'URL ici, il y a deux informations que Facebook met, son client ID pour dire c'est moi Facebook, et l'URL sur laquelle il faut vous rediriger une fois que Google vous a authentifié. Ça, c'est pour la user experience notamment, parce que on n'a pas forcément. Si à chaque fois on vous redirige sur la home page et c'était pas là où vous étiez, c'est pas fou, quoi. Mais comme vous le voyez, c'est très facile en fait d'intercepter cette requête. Là, avec un screenshot, vous avez tous les éléments. Donc, c'est-à-dire que si moi je suis un hacker, je peux faire un site internet malveillant et vous dire log-toi avec Google, voilà. Sauf que quand je vous redirige sur Google, je mets ces informations, je mets le client ID de Facebook. C'est-à-dire que Google va croire que vous venez de Facebook alors que vous venez de chez moi. Il va faire l'authentification, il va forger un authorization code qui pense donner à Facebook, sauf que si moi je mets comme redirect URI mon adresse, ça va finir chez moi. Et c'est comme ça qu'on se fait hacker. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, c'est des exact match sur les URI.
Parce que en fait, il y a des trucs un peu Sioux où on peut on peut remonter dans les adresses, il y a des attaques DNS, le petit coup aussi du caractère que tu vois pas. Enfin, il y a plein de trucs qui font on peut ne pas finir au bon endroit. Donc c'est exactement pour ça en fait qu'il y a cette contrainte maintenant enfin, cette contrainte a toujours existé, mais l'exact match c'est depuis la 2.1. Bon, c'est malheureusement pas suffisant. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a encore deux convives qui se mettent dessus parce que, encore une fois, un problème de squattage. Alors on se dit, ben, on était censé avoir résoudre ce problème. Mais en regardant, en fait, les deux convives avaient exactement le même niveau de réservation. Alors pourquoi? Ben, rappelez-vous, on envoie le numéro de réservation par courrier. Et le problème du courrier, c'est que vous ne pouvez jamais être sûr que votre destinataire a reçu le courrier. Parce que le courrier peut spammer, parce que le facteur l'a mis dans la mauvaise boîte aux lettres. Et puis, on peut ne pas être sûr non plus que personne n'a lu le courrier avant le destinataire, parce que le facteur peut lire la lettre, hein, et potentiellement, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait notre convive devant sa boîte aux lettres, il ouvre la lettre, il y a un voisin qui passe, il jette un œil, il voit le numéro de réservation, il a juste à se monter avant lui, quoi. Donc, l'envoi pour courrier, c'est ce qu'on appelle un front channel. Un front channel, c'est un canal de communication où vous ne pouvez pas être sûr que votre destinataire a reçu votre information, et vous ne pouvez pas être sûr que quelqu'un ne l'a pas intercepté au vol. Donc ça veut dire que sur un front channel, on ne peut pas émettre des accès. C'est trop dangereux, hein, comme c'est interceptable et que vous n'êtes pas sûr de qui l'a reçu. Donc on va arrêter de faire ça. Et à la place, on va remettre les accès en main propre. Et là, normalement, c'est un process que vous connaissez tous quand vous allez chercher votre chambre d'hôtel, vous allez faire votre checking à l'hôtel. Parce que déjà, cette serveur code, on va la dégager, on va mettre des badgeuses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir aller à la réception avec votre numéro de réservation. Et en échange, la personne à la réception vous donne quoi? Vous donne une carte, normalement. Oui, une petite carte. Et c'est cette carte-là qui va vous permettre d'ouvrir votre chambre. Ce n'est pas directement votre numéro de réservation. Donc, le numéro de réservation, c'est toujours l'autorization code. Il n'est là que pour être échangé contre cette carte, en fait. La carte, c'est ce qu'on va appeler l'access token. C'est vraiment le truc qui va nous permettre, en fait, d'ouvrir la porte. Comme la carte, l'access token, en fait, est donnée en vis-à-vis, on est sûr que la personne qui est devant nous l'a dans la main et que personne ne l'a chopé au vol, parce que c'est visu, en fait. Donc, la remise en main propre, c'est ce qu'on va appeler le back channel. Parce que là, on peut être sûr que personne l'a intercepté et que c'est bien Dimitri qui l'a dans la main, dans ce cas-là. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que l'access token, il a un temps limité d'utilisation. Par exemple, on va dire jusqu'à la fin de la réservation du convive, même si en réalité, c'est plutôt 1 heure, voire 15 minutes dans certains cas. Et pareil, quand il expire, on doit tout refaire avec toute l'autente, etc. L'autorization code, il sert qu'à être échangé. Une fois qu'il a été échangé, il n'est plus utilisable. Donc, si quelqu'un d'autre se pointe après avec le même authorization code, donc le même numéro de réservation, bah là, on va dire c'est mort en fait, parce que on a déjà donné un access token, enfin, on ne sait pas qui vous êtes. Donc, ça corrige en partie le problème. Bon, je pense que ça, vous avez compris, je vais skipper. C'était pour donner les mots de vocabulaire. Dans la vraie vie, où est-ce que ça se passe? En fait, c'est au moment où Google vous redirige sur Facebook. Pourquoi la redirection est un front channel? Bah, simplement parce que déjà, on passe l'autorization code dans les URL, comme je vous l'ai dit. Hein. Le problème de faire ça, c'est que bah, en jetant un coup d'œil, on arrive à lire très facilement l'autorization code. Bon, il faut être quand même hyper rapide, hein, parce que la redirection, généralement, va très vite. Mais vous pouvez avoir dans vos navigateurs, en fait, des plugins malveillants qui partent ces URL et qui font des trucs avec. Même si ça s'est grandement amélioré, mais à une époque, c'était la fiesta, les plugins de navigateur. Donc, vous n'êtes pas sûr que ça ne peut pas être intercepté comme c'est dans les URL. L'autre problème, enfin, dans les URL, dans une redirection. Hein. Si c'est dans les URL en HTTPS, on s'en fiche, mais dans une redirection, comme vous passez par le browser, vous ne pouvez pas être sûr que quelqu'un l'a intercepté. L'autre problème, c'est que comme c'est Google qui envoie un ordre à votre navigateur et qui ne communique jamais avec Facebook, il ne peut pas être sûr que vous êtes arrivé sur Facebook. Il suffit que votre navigateur plante
il ne sait pas où est fini votre authorization code. Voilà. C'est pour ça que c'est un front channel. Mais c'est quand même ici qu'on donne l'authorization code. Une fois que Facebook a l'authorization code, il va faire la remise en main propre avec Google. En gros, là, c'est un tunnel SSL, donc c'est du vrai HTTPS. Et quand en HTTPS, comme c'est du point à point, on est sûr de qui est en face, parce qu'en plus, il y a un certificat. Hein, et alors c'est pas totalement impossible, mais on a une grande certitude que ça peut ne pas être intercepté. De toute façon, en sécurité, rien n'est impossible. Hein. C'est beaucoup plus difficile qu'au niveau des URL. Donc là-dedans, il donne son authorization code et son client ID, et en échange, comme c'est un back channel, il va donner l'access token. Et c'est avec l'access token qu'il va être en mesure, en fait, de récupérer vos ressources à partir de Gmail. Donc là, c'est pareil. Hein. L'authorization code, c'est juste parce qu'on n'a pas d'autre moyen que de donner des trucs par redirection, parce qu'on passe d'une web app à l'autre. Donc, c'est pas très safe. Donc, ça peut pas être un accès direct. Par contre, il sert juste à être échangé contre l'access token. Voilà. Une fois qu'il est échangé, l'authorization code, il ne sert plus à rien. Et l'access token, comme il est échangé sur un moyen qui est sécurisé, le back channel, vous pouvez l'utiliser pour aller accéder les ressources. Ce flow-là, c'est l'implicit flow que je vous ai décrit. Les autres flows ressemblent beaucoup à ça. Et c'est le flow le plus utilisé en OAuth. C'est celui qu'on utilise pour les web apps, généralement, qui permet, en fait, à partir d'une web app, de s'authentifier auprès d'un authorization server pour aller chercher des ressources sur un back-end. Parce qu'il y a des mécanismes de back-end à back-end aussi, qui ressemblent un peu à ça, mais qui sont un peu plus complexes, ou pas. Et le truc, c'est que l'implicit flow, il faut arrêter d'utiliser parce qu'il est pété. Il est totalement pété. Et il y a beaucoup de gens qui continuent d'utiliser, mais ça fait quelques années qu'on dit qu'il faut arrêter. Alors pourquoi il faut arrêter de l'utiliser et pourquoi il est pété? Bah, là, on va faire une petite démo. On va faire une petite démo. Alors, normalement, je prends 2 volontaires. Alors, je ne sais pas si on va réussir à le faire là en ligne. Si Olivier, tu es toujours là. J'espère que je ne suis pas coupé depuis tout à l'heure, en fait. Là, parce que... Allô? Je suis toujours là. Alors, est-ce que tu peux avoir... Après, tu peux participer, là, si tu veux. J'ai besoin de 2 volontaires, là. Est-ce qu'il y a 2 volontaires? Alors, il faut que je puisse donner la main à des gens. Qui c'est qu'on a dans ton track? Laurie, Marcos. Est-ce qu'on a des volontaires? Faites-moi signe. Est-ce qu'on a des volontaires pour que je vous fasse passer on stage et que vous puissiez participer avec Julien? Je vais ouvrir parce que là, il fait chaud encore. Hein. Si vous appelez quelqu'un pour participer avec Julien. Faut pas avoir peur. Hein. Il n'est pas méchant. Sinon, je le fais en salle, il y a des gens. Il faudra passer de l'autre côté de la caméra, mais... Non, il n'y a personne qui veut faire la démo avec moi? A priori, non. Moi, je veux bien. Je suis volontaire si tu veux. Mais... Ok. Je suis un peu... C'est con parce que ça a été fait pour 2 personnes, mais... Il n'y a personne d'eux qui veut se désigner? En fait, il n'y a plus personne qui regarde le truc depuis tout à l'heure. Si. Il y a du monde, mais... Non, personne ne veut passer. Ah, si, Nicolas Cros. Alors, ok. Allez, laisse-moi 2 petites secondes le temps que je lui donne les droits. Hop, Nicolas, je vais te donner les droits. Je ne sais pas où tu es. Hop, prends-moi tes modérateurs. Ok. Nicolas, normalement, tu dois avoir vu apparaître en bas de ton écran un petit bouton Become a Speaker. Il faut que tu cliques dessus et ça va te faire rejoindre notre... Yes, bienvenue à toi. Bienvenue, Nicolas. Alors, je sais pas si tu Enfin, je sais pas si tu as parlé parce que j'ai rien entendu. Non? Tu as le micro et éventuellement la caméra qui sont en bas à côté du bouton Become a Speaker. Tu as micro et caméra que tu peux activer et il va falloir que tu leur donnes les droits aussi dans ton navigateur, a priori. Alors, donc, pour cette démo-là, je vais te laisser le temps d'activer ton micro. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui fasse le gentil et quelqu'un qui fasse le méchant. Je veux bien prendre le rôle du méchant, là, si tu veux. Tu veux prendre le rôle du méchant? Bah ouais.
D'accord, ok. Alors, Nicolas, tu es avec nous ou pas encore? Là, moi, je ne le vois pas. Mais Nicolas, on ne t'entend pas encore. Bon, après, si c'est trop compliqué, je vais faire autrement. Bon, si c'est trop compliqué, on va continuer, c'est pas grave. Alors, tu fais le méchant. Alors, Yes. ok. Donc, tu fais Just Munch et on va dire que tu as infiltré en fait les bureaux de Robert Hitz. Ok? Ça me va. Ok. Ouais, mais c'est chiant en fait. Il faut vraiment. Il n'y a personne ici qui veut faire le gentil. Non. Allez, allez. Marcos. Sinon, ça va être trop compliqué pour moi. Donc, il y a quelqu'un à côté de moi Ok. qui va faire Robert Hitz. Ok, donc, le gentil. Donc, le truc, c'est que toi, en fait, tu vas chercher à intercepter en fait mon numéro de commande pour pouvoir aller faire des livraisons de pâtisserie, ok? Yes. Donc là, tu entends tout, tu regardes tout, tu es dans les bureaux de Robert Hitt, tu te fais passer pour un agent d'entretien. Et donc là, tu vois, j'ai un blanc parce que je suis en train de perdre ton prénom, tu vois. Sébastien. Sébastien. Je suis fatigué. Hein. Et donc Sébastien, lui, c'est un employé de Robert Hitt. Il a dit, t'as dit le téléphone, ok. Tu veux faire tout le process avec moi, donc tu m'appelles pour que je l'authentifie, ok. Et je te rappelle, je te dis, le numéro de commande, c'est le 42. Donc peut-être que là, tu le dis à haute voix pour le répéter, pour l'écrire. Peut-être que tu l'as vu écrire et que tu as entendu, et que tu as retenu le numéro, Olivier. Et peut-être que tu étais juste en pause et que c'est Olivier qui a décroché le téléphone. Comme ce téléphone, je ne peux pas savoir en fait qui est avec moi. Donc ça veut dire que le téléphone, c'est pareil, c'est un front channel. Donc là, si Olivier, tu viens à l'hôtel et bah, je veux récupérer une pâtisserie, je vais te demander le numéro de commande. 42. 42. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais te donner la carte pour aller à la pâtisserie. Parce que tu m'as donné le bon numéro. Donc, tu vas pouvoir aller à la pâtisserie. Donc là, j'ai un problème. Parce qu'en fait, je ne m'assure pas de remettre la carte en fait, à la bonne personne. Comme il a aussi intercepté l'autorization code, eh ben, je l'ai donné à la personne malveillante. Mais on va changer tout ça. Alors là, je vais vous demander de scanner ce QR code. Alors peut-être toi, tu n'en as pas forcément besoin, Olivier, mais je vais vous montrer en fait ce que voit Sébastien. Mais en fait, ouais, il va falloir que tu prennes ton téléphone, sinon. Hop. Ouais, c'est toi. Donc, je vais vous montrer ce qu'on voit. Hein. T'inquiète pas, il va rien se passer avec ton téléphone. Il va pas exploser. Trop tard. Comment installer un malware en en 2 secondes? J'ai une conf comme ça, je sais pas si vous l'avez vu. J'y vais. Ouais, vas-y. Donc normalement, tu vas voir ça en fait. Hein. C'est ça. Donc voilà ce qu'il voit, Sébastien. Donc là, en fait, c'est un site qui référence plusieurs fonctions de hash, voilà. Et maintenant, ce que je vais te demander, c'est que quand tu m'appelles Sébastien, donc on est au téléphone, tu me demandes d'authentifier Dimitri, il faut que tu me donnes une fonction de hash de ton choix. Ok, du coup, je te donne SHA-3 224. SHA-3 224. 3 224, 3 224, c'est celle-là. Ok. Et là, je vais te demander de penser à un numéro magique. C'est un tour de magie, ce truc. Mais tu le dis à personne. Ok. Mais tu vas le taper dans l'input. Alors, s'il te plaît. Non, pas le mien, parce que là, ils vont tous regarder. Ah oui, de l'autre côté. Donc là, moi, je prends le SHA-3, je sais plus comment. Oui, c'est ça. SHA-3 224. Alors, moi, je le fais avec 42. Alors, s'il te plaît, choisis pas ce truc-là. Voilà. Et je vais te demander de me donner les 4 premiers digits du hash. Ok, c'est bientôt. Alors, donc, les 4 premiers digits du hash. Ouais. Donc 5, ouais. F, ouais. Fabrice, 9, ouais. 3. 5F, 9, 3. Donc ça, normalement, tu as tout entendu, Olivier. Ouais. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est une fonction de hachage, donc c'est une fonction mathématique qui prend un X et qui vous donne un Y, facile. Le H, c'est ce qu'on appelle le Y. Mais ça a des propriétés assez particulières. C'est que trouver une fonction inverse qui vous permet de récupérer le X à partir du Y est quasi impossible. C'est pas totalement impossible, mais c'est quasi impossible. Donc,
Maintenant que tu as entendu tout ça, Olivier, tu vas venir, on se dit que tu viens à l'hôtel, ok, je te demande le numéro de commande, c'est le... 5F13. Non, c'est pas le... Non, Ah, 42. 42, Ah, voilà. ok. Mais avant d'aller plus loin, je vais te demander le numéro magique auquel tu as pensé quand tu m'as appelé tout à l'heure. 5F13. Non, ça, c'est pas le numéro magique. Ça, c'est le H. Ah, ça, c'est le résultat. Ouais. Euh, euh, 92. 92. Pourquoi tu te mords les lèvres là? Non, non, Si je suis tombé bon. Non, c'est pas ça. non, c'est pas ça. Un autre guess? Shoot again. Ouais, 33. 33. Non plus. Donc là, je suis sûr que c'est pas toi que j'avais au téléphone tout à l'heure et qui m'a fait faire toute l'autente, etc. Donc je peux appeler la sécurité et te faire sortir. Et comme ça, je ne me suis pas fait avoir. Donc maintenant, si Sébastien, tu viens à l'hôtel, donc le numéro de commande, c'est le 1024. non, Enfin, 42, 42, pardon. 42. On ne suit pas. Ah, 1024, c'était pas très compliqué. Non, Hein. c'est pas compliqué. 1024, et là, je vois bien que c'est du 5F93. C'est ce que tu m'as dit? C'est ce que j'allais dire. 9-3. Et là, je suis sûr du coup que c'est Sébastien que j'avais au téléphone. Et comme on est en visu, là, on est à l'hôtel, hein, le fait qu'il me donne le numéro magique, là, il le fait dans un back channel, parce qu'il est sûr que c'est moi en face qui l'a reçu, hein, et pas n'importe qui. Enfin, il ne l'a pas envoyé par mail, quoi. Donc, c'est OK de faire ça. Donc là, je suis sûr que c'est toi, je te donne la carte et tu vas pouvoir récupérer la pâtisserie. Et ben, je vous remercie tous les deux pour votre participation et vous pouvez les applaudir devant vos écrans. Et en fait, c'est un mécanisme que vous connaissez peut-être déjà parce que si vous notamment vous commandez sur Amazon, des fois, ils vont vous donner un code qu'il va falloir donner au livreur. Ce code-là, le livreur ne le connaît pas. Hein, c'est pour éviter le fait que votre colis se fasse intercepter. Et d'ailleurs, Amazon vous dit surtout ne donnez pas ce numéro par mail, au téléphone ou quoi que ce soit. Hein. Il faut le donner en visu au livreur. Et le livreur, il va prendre une application avec le code que vous lui donnez pour s'assurer que lui, il donne bien le colis à la bonne personne et que ce n'est pas un voisin qui se fait passer pour vous. C'est le même mécanisme en fait. Donc grâce à ça, on s'assure que c'est bien l'initiateur de la demande à qui on octroie l'accès. Donc pour poser un petit peu de mots de vocabulaire, enfin vous avez compris, ça se construit autour d'une fonction de hachage. Et donc la fonction de hachage en OAuth, ça s'appelle une code challenge method. Le X, c'est le code verifier, donc c'est le numéro secret qu'il ne faut pas divulguer. Et le Y, c'est le code challenge, c'est le hash. Donc tout ce qui est en haut là, code challenge method, eh bien vous pouvez le divulguer, c'est pas grave. Parce qu'à partir de ça, il est quasi impossible de récupérer le X. Par contre, le X, on ne peut pas le transmettre sur un front channel, c'est forcément un back channel, donc forcément en HTTPS. Sinon, vous ne pouvez pas être sûr que personne ne l'a intercepté. Donc, à quel moment ça arrive tout ça? C'est au moment où Facebook vous redirige sur Google, il va rajouter le code challenge method et le code challenge, le Y et le F. Et Google va le stocker et va l'associer à votre authorization code. Comme plus tard, Facebook va contacter Google avec son authorization code, il va donner le code verifier en plus. Et c'est là où il va être capable, à partir du back channel, vérifier que f de x égale y. Si c'est le cas, alors il émet l'access token. Sinon, il ne peut pas être sûr que c'est Facebook qui lui a fait la demande et il ne fait rien. Donc grâce à ça, on corrige notre problème là d'interception de l'authorization code. Et ce flow-là, en fait, il s'appelle Authorization Code Flow with PXE PKCE. C'est la nouvelle norme en OAuth. Il remplace l'implicit flow et l'authorization code normal. Vous êtes fortement, on recommande fortement en fait de migrer vers cette solution-là si vous ne l'avez pas encore fait. Normalement, c'est supporté aujourd'hui par tous les authorization serveurs du marché. Donc ça, c'est une bonne pratique de OAuth 2.1. Alors, ça, c'est un niveau bonus que je fais quasiment jamais. Mais je vais juste vous parler des scopes. En fait, le souci quand vous connectez, quand je vais donner un access token à Facebook, à la base, il voulait ça pour accéder à mes contacts, mais quand vous avez accès à mon Gmail, vous avez accès à plus que les contacts, potentiellement mes mails. Donc, comment on fait pour faire en sorte que Facebook n'ait pas accès à tout? Eh bien, on va utiliser des trucs qui s'appellent les scopes.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où alors là, parce que je faisais une analogie avec le linge, etc. Mais bref, en fait, l'Authorization Server, quand il va essayer de vous authentifier, il va vous demander si vous consentez à ce que Facebook, en fait, accède à vos contacts. Si oui, il va émettre ensuite un Authorization Code qui est scopé qu'à vos contacts. Si Facebook échange ça contre un Access Token, l'access token sera aussi scopé à vos contacts et donc il ne pourra pas accéder à vos mails. S'il tente d'accéder à l'API de mail, en fait, le resource serveur, donc Gmail va lui dire non, dans ton token, en fait, il y a marqué que tu ne vas accéder qu'aux contacts. Ça, ce sont les scopes en version rapide. Et pourquoi je parle des scopes? En fait, j'aurais pu le montrer comme ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, le consentement se fait ici. Et là, le scoping de l'access token, bah, forcément, il se fait au moment de l'échange. C'est un truc que vous connaissez avec vos téléphones. C'est pareil, en fait. Par exemple, ici, Twitter, je lui demande de prendre une photo de ma galerie de mon téléphone. Mais en fait, l'OS fait acte de Authorization Server et va me demander mon consentement pour être sûr que ce n'est pas Twitter tout seul qui essaie d'accéder à mes photos et que c'est bien quelque chose que je lui permets de faire. Donc, il m'ouvre une pop-up pour dire est-ce que j'autorise ou pas. C'est un mécanisme que vous avez sûrement déjà dû voir avec GitHub quand vous faites de l'intégration avec des outils externes comme Snyk, etc. Il va vous demander est-ce que vous consentez à ce qu'il accède à votre repo ou votre profil ou tout, etc. Mais un truc qui est très important sur les scopes, c'est fait, ce n'est fait que pour limiter les scopes d'un client sur des ressources. Donc, d'une application, Facebook ou LinkedIn, etc. Par contre, ce n'est pas fait pour assigner des accès à un end user. Il y a énormément de gens qui font ça. Si vous faites ça, vous allez galérer. Vous allez tomber sur un truc hyper compliqué. OAuth n'a pas été fait pour limiter les accès des end users. Pas du tout. Donc, si vous utilisez Scope pour ça, c'est que vous ne faites pas un truc terrible. Vaut mieux utiliser les claims de OpenID, mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Donc, OAuth 2.1, et je vais finir là-dessus, c'est pas réellement une nouvelle version de la norme. En fait, il faut savoir que OAuth, c'est 80 RFC qui s'invalident partiellement les unes les autres. Donc, si on veut connaître l'état actuel de OAuth, c'est compliqué. Donc, ils ont décidé en fait de toutes les compiler en mettant l'état actuel avec les nouvelles bonnes pratiques qui est dans une seule RFC qui s'appelle OAuth 2.1. Donc, vous avez ce site-là, OAuth.net 2.1, qui vous liste en fait les grands changements de cette nouvelle version du protocole. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et je suis disponible s'il y a des questions. Voilà. Merci. Et moi, cette question-là est bien passée. Exactement. Merci beaucoup, Julien. Tu as été top, comme d'hab. Et merci à tous les participants, participantes aussi. Je coupe l'enregistrement. Merci.